Merci de ces mots extrêmement aimables. Je vais essayer de m'en rapprocher de cette présentation. Plutôt que de vous lire un propos, j'ai noté les termes que vous avez utilisés, mes chers amis et chers collègues, dans votre présentation, et je les utiliserai pour rebondir. Alors oui, Pierre, la France est magnifique, la France est belle, et la France peut être une puissance, chaque mot est important, de premier plan dans le XXIe siècle. Non seulement elle le peut, mais elle le doit parce qu'elle a une vertu que n'ont pas toutes les nations. Elle a de la créativité, elle a de l'audace, elles qui sont réfrénées depuis des années. Elle a un patrimoine merveilleux. Je regardais ce prieuré en passant et je voyais à quel point il était bien entretenu et bien rénové. Et oui, la France est belle. J'ai le privilège, comme d'autres, de la parcourir dans mes fonctions de président de l'Association des maires de France, et la force du granit en Bretagne ou en Limousin, la force des aiguilles de Bavela en Corse, enfin voilà, la puissance du Mont Blanc, la beauté de la campagne, y compris ici, les jeux de lumière, la pluie, le soleil, la côte, la mer, la Méditerranée, l'océan. Nous avons un pays qui est absolument sublime, de son histoire, de son patrimoine, mais aussi de ses inventeurs, de ses chercheurs, de fonctionnaires qui voudraient fonctionner, d'élus qui voudraient décider, de patrons qui voudraient diriger, de salariés qui voudraient s'épanouir, et de Français qui voudraient que la France soit respectée. Et c'est effectivement cela qui doit nous motiver. Et je suis très heureux d'être ici dans... Allez, on est au cœur de la France. Et enfin, si je commence à citer une commune parmi d'autres, hormis celle qui m'accueille avec tant d'amabilité, je vais créer des frustrations et de l'injustice, mais nous sommes dans une terre de France et une terre qui est au cœur de la France et qui a la France au cœur. Alors, merci, chers collègues, merci, cher Laurent, de ton accueil. On sent, dès qu'on arrive, que Maule s'est tenu. Voilà. C'est propre, il y a des commerces, des belles vitrines, les espaces verts sont bien, c'est impeccable. Il est vrai que moi, je suis élu local depuis 22 ans maintenant, et j'ai une espèce de déformation, je ne sais pas si elle est professionnelle, mais elle est presque obsessionnelle, de regarder l'entretien des espaces publics. Et l'entretien des espaces publics, il est souvent proportionnel à l'entretien de l'espace public au sens virtuel, sur la qualité du débat, la qualité des citoyens qui s'engagent. Et ta commune est réputée pour sa gestion, elle est réputée pour son attractivité, pour son mode de vie. Nous en parlions tout à l'heure avec le président du département, et je suis très heureux et très fier d'être ici, très heureux et très fier de nous voir aussi nombreux, très heureux et très fier de tes mots. Et vous verrez et vous analyserez dans ce que je vais dire, qui ne sera évidemment pas exhaustif, mais que vous trouverez trop long, c'est une certitude. Vous verrez si vous y retrouvez ou pas, mais en tout cas, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais évoquer, correspond à des convictions profondes chez moi, sur lesquelles, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas très connu et je suis dans le spectre national depuis peu de temps, mais pour des convictions qui sont anciennes et que je tiens, parce que je tiens à des principes. Et je crois que tu as eu raison de le dire, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir des principes et se tenir à nos principes. Un élu, c'est un citoyen parmi les citoyens, mandaté par les citoyens. Et tous les citoyens, tous les habitants savent très bien que nous devons être pragmatiques, que nous affrontons des aléas, que tout ne peut pas être prévu avant, et heureusement que tout n'est pas prévu avant. Il n'y a que les planistes, les socialistes au vrai sens du terme, qui croient qu'on peut tout planifier et tout prévoir. Mais qu'en revanche, si tout ne peut pas être prévu, ils doivent tout savoir de nos principes et de la façon dont on aborde les problématiques. Moi, mes principes, ils sont très simples. Ils renvoient des valeurs. C'est avant tout la liberté d'action, donc la responsabilité. C'est la solution à tous nos problèmes. C'est dans la société de la responsabilité que nous serons en mesure de réinstaurer ou pas. Et une responsabilité ne peut être qu'individuelle. La responsabilité collective est un leurre, et j'en dirai quelques mots sur les dysfonctions de l'État. Et puis, dans ces principes, il y a bien sûr la justice, et une valeur fondamentale qui doit être la finalité de toute l'action publique, c'est la dignité humaine. Dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions, dans votre travail législatif, à chaque fois, et c'est ce qui nous distingue, je le crois, nous voyons un individu, nous ne voyons pas des statistiques, nous voyons des êtres humains. Et la dignité humaine ne peut passer précisément que par la liberté qui fonde la responsabilité. Alors c'est pas pour faire un café philo de bas étage, je n'aurai pas le niveau, mais c'est pour rappeler quels sont les principes qui doivent être les nôtres, et que dans les prises de décision, nous devons avant tout chercher la prise de décision qui d'abord fait confiance à l'individu.
puis ensuite à la solidarité locale, puis enfin à la solidarité régionale, nationale, voire européenne, ça s'appelle la subsidiarité. C'est un concept qu'il va falloir réinventer en France et qui est à la base de toutes les solutions qu'on trouvera. Merci, monsieur le président du département, cher Pierre, de tes propos. Tu as parlé de la France, tu m'as prêté des qualités que nous partageons, et je m'en réjouis, et je le savais déjà. Et je voulais dire à quel point aussi ton action à la tête du département est saluée par tous les maires que je rencontre. Ils sont nombreux ici. Je salue le président des maires des Yvelines, qui lui aussi fait un grand chelem régulièrement. Et tous me louent, au sens symbolique du terme, l'implication du département comme étant la collectivité de la solidarité. Et c'est la vocation d'un département. Eh bien, les Yvelines sont un modèle en France en la matière, modèle que l'on retrouve à travers ton action et celle que tu as su insuffler dans ton équipe. Et nous évoquions par exemple tout à l'heure une problématique qui est souvent rencontrée dans la ruralité, qui est très présente ici aussi. Et cette ruralité a besoin d'ingénierie. Il y a une fracture territoriale aujourd'hui très profonde entre les collectivités qui ont les moyens d'avoir des juristes, des financiers, des administratifs et les autres. Eh bien, ici, dans les Yvelines, un modèle a été inventé. Ce n'est pas Patrick Stefanini qui me démentira, puisqu'il en assume la responsabilité aussi. Eh bien, les départements est véritablement la collectivité de la solidarité, qui est aussi une des belles vertus et un des beaux traits de civilisation. Et j'ai plaisir à le dire ici, devant cette salle comble. Je salue bien sûr le président du Sénat. Alors, c'est très impressionnant pour moi que de parler et de voir Gérard Larcher face à moi, m'écouter, m'ausculter, docteur. Quel animal ausculte-t-il, en l'occurrence, je ne sais pas, bestiole, je ne sais pas quelle bestiole je suis. Mais m'écouter, regardez, c'est vrai que c'est très impressionnant parce que Gérard Larcher est une figure puissante, importante, majeure de notre vie politique. Et à travers sa culture, sa sensibilité sur différents thèmes, y compris lorsque l'on parle de subsidiarité avec Gérard Larcher, on parle de thomisme, on parle de Genève, on parle de la relation entre religion et histoire des idées. Il a un jardin secret, comme toutes les personnes de qualité, mais qu'il le garde avec pudeur, il a bien raison. Et je dois dire que à chaque fois, moi, il ne va pas parler ce soir, donc, puisque pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, puisqu'il y a des échéances bientôt, et donc on n'a pas le droit d'en parler. Mais je souhaite du fond du cœur qu'on ait longtemps un président du Sénat de la qualité de Gérard Larcher et qu'il soit aussi bien accompagné que ce soir et que les Yvelines fassent un grand chelem, je le souhaite ardemment, dans quelques semaines, mais je n'en parlerai pas. Mais en tout cas, je veux dire que pour les communes, et c'est pas une formule de politesse, c'est pas une coquetterie, c'est heureusement qu'on a le Sénat. Et heureusement que nous avons le Sénat que nous avons. C'est un des derniers piliers qui... regardez quand même le théâtre parlementaire, l'indignité de certains députés, et finalement, la modernité qu'incarne le Sénat, respectueuse des habitants, qui travaille vraiment les textes, qui cherche parfois des compromis, parfois qui non, là, ce sont des lignes infranchissables. Et sur les problématiques des communes, puisque vous avez rappelé ma fonction à la présidence des maires de France, nous travaillons de façon transpartisane, et c'était dit tout à l'heure à juste titre par Pierre, la mano, comme disait le général, et pour à chaque fois remettre un peu de bon sens dans des dérives législatives et réglementaires, ça sera une partie importante de mon propos, qui nous éloigne de la performance publique et qui alimente une spirale négative, puisque oui, monsieur le maire, chers collègues, nous sommes dans une crise de la démocratie. J'en suis absolument convaincu. Tu as utilisé cette expression et c'est totalement vrai. J'en dirai quelques mots. Merci, merci au président du Sénat. Merci à Sophie Prima. Je me permets de la citer parce que d'abord elle m'a très vite rejoint à Nouvelle Énergie. Et j'ai un peu d'expérience maintenant, j'ai du vécu, je voyage en France et je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir des sénatrices de ce niveau-là, un président du Sénat, d'autres parlementaires formidables, mais vraiment, et en Sophie que je connais mieux,
une personne qui a à la fois la capacité conceptuelle, intellectuelle, et on en a besoin, et la capacité relationnelle. C'est-à-dire sur le terrain, comme dirait les gamins, ça déchire, quoi. Elle va voir tout le monde, elle connaît tout le monde. Et pourquoi ça passe bien? Parce que c'est vrai, parce qu'elle ne triche pas, parce que quand elle vous regarde, elle aussi, elle vous ausculte. C'est sincère, elle bosse, elle le démontre à la commission des finances. Et il est vrai que nous avons à chaque fois trouvé des modus operandi pour défendre la liberté locale, pour lutter contre l'hyperbureaucratie, enfin bref. Et c'est grâce à des personnes aussi à la fois enracinées, qui sont capables de réfléchir et d'agir, telles que Sophie, et donc j'ai pas le droit de la soutenir là ici, hein, c'est ça que vous m'aviez dit. Mais en tout cas, je tiens à témoigner. Ça n'a rien à voir avec l'échéance électorale, c'est mon témoignage, j'ai le droit de témoigner quand même, on va interdire aux gens de témoigner, de la qualité qu'elle représente. Et donc c'est une équipe formidable, et Toise en fait partie, et je souhaite qu'elle en fasse partie longtemps. Voilà. Je salue avec plaisir, évidemment, aussi, et reconnaissance, Pierre Font, je l'ai cité, maire de Sartrouville, le président des maires. On fait du boulot, c'est pas l'objet ce soir, donc je vais essayer de ne pas être trop bavard là-dessus, mais bravo et merci à Pierre de son action. J'ai salué bien sûr Othman Nasrou, vice-président de la région, et c'est l'occasion de saluer l'institution régionale, et puis un élu engagé, un élu courageux, un élu tonique et qui mouille la chemise. Et donc, quand on mouille la chemise, ça dérange forcément, et il faut continuer à déranger, à mouiller la chemise, et à renouveler, à régénérer notre offre politique. C'est une absolue nécessité. Une qui mouille la chemise aussi, c'est Caroline Doucerin. Caroline, elle m'accompagne depuis le départ. Elle est dans les instances de Nouvelle Énergie. Parallèlement à son mandat de maire, je ne sais pas si on dit de l'éloge ou d'éloge en Josas. Et puis elle est la responsable du développement territorial de Nouvelle Énergie. N'hésitez pas à aller la voir pour adhérer, notamment les élus. Et puis quand elle vous parle du plateau de Saclay, quand elle vous parle du département, elle le fait aussi avec enthousiasme, elle lâche rien. Elle est costaud, hein. Voilà, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas résister à Caroline. Donc ne résistez pas et rejoignez-nous avec elle à Nouvelle Énergie. De même que je salue Thomas Courtois. Thomas Courtois, c'est le référent Nouvelle Énergie dans le département, c'est un chef d'entreprise. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous rejoignent, et Thomas est particulièrement tonique, dynamique, présent sur les réseaux sociaux. Et donc je veux l'en remercier à travers toutes les équipes. Je salue bien sûr tous les élus ici. Si je commence à être exhaustif, je ne le serai pas, donc j'en vexerai. Alors je salue un ancien, je salue Alain, voilà, merci de ta présence. Et en tout cas, je suis très très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. Crise de la démocratie, nécessité de décentraliser, définition de ce mal de l'État qui fait que plus l'État est gros, moins il est performant, moins il arrive à assumer sa mission, qui est une mission régalienne, c'est-à-dire de sanction a posteriori, de ceux qui trichent, de ceux qui nuisent. C'est-à-dire que moins il sanctionne l'abus de l'usage, plus il pénalise a priori l'usage des gens bien. Cette dérive de la société est au cœur de toutes les problématiques que nous rencontrons. Et effectivement, j'avais créé Nouvelle Énergie en 2013, et c'était une énergie renouvelable, puisque vous voyez qu'elle est ici renouvelée. Mais aujourd'hui, tout en parallèlement à mon engagement à LR, mais j'ai souhaité franchir des étapes, et beaucoup d'entre vous m'ont rejoint et je vous en remercie, parce qu'il est vrai que je ne me retrouvais pas totalement dans l'offre politique sur le spectre habituel, et qu'il y a quelque chose que j'ai compris qui est tout à fait sain, c'est qu'il faut compter. Il faut compter, il faut avoir un corpus fort, il faut se développer, et que la politique, nous n'y échappons pas. La politique, c'est simplement la volonté de maîtriser son destin. C'est la volonté de maîtriser les prélèvements obligatoires, l'action publique. Il y a une présence médicale ici parce qu'il y a une volonté municipale et une volonté départementale puissante. Contrairement à d'autres secteurs où on n'a pas su forcément apporter une offre immobilière qui a permis de réunir des praticiens quand il en reste, ce qui est un autre sujet. Donc, je refuse de tomber dans le fatalisme qui consiste au mieux à être lucide sur les constats,
mais à se dire que rien n'est possible, que c'est inéluctable, qu'il y a un travers qu'on rencontre parfois à droite, une intelligence du diagnostic, mais un renoncement dans le sursaut. Et je crois que la politique, telle que je l'entends, et moi je n'hésite pas à utiliser ce terme, doit forcément être porteuse de quelques valeurs, peut-être théologales, je ne sais pas, mais en tout cas, elle doit être porteuse d'espérance. C'est-à-dire d'être très lucide, très clair sur les diagnostics, notamment de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faut changer, et de transformer des énergies, pour reprendre le terme, qui peuvent être négatives, en énergie positive, en énergie constructive. Parce que c'est la seule façon d'échapper à une dialectique mortifère qui s'est mise en place dans notre vie politique, qui consiste à penser que l'alternative ne serait qu'entre un camp de la raison, une espèce d'extrême centrisme qui, je vois que vous m'avez montré la voie, que l'on retrouve dans l'exécutif actuel, et de disqualifier toutes les autres voies comme étant populistes ou démagogiques. Et cette dialectique, elle est mortifère parce que la démocratie qui est en crise, je vais y venir, par définition, c'est un choix. C'est une alternative. Et c'est un choix qui doit être fort et raisonnable. Si tout choix est présenté comme irrationnel et que la seule façon d'être rationnel est de rejoindre un exécutif, ça veut dire que nous ne sommes plus vraiment complètement en démocratie. Et donc notre devoir, en parlant à la jeunesse, en portant des espérances face aux grands défis de l'époque, c'est précisément d'apporter une alternative crédible, possible, et en commençant par audible, ce que nous ne sommes plus, hélas, trop souvent, dans le champ politique, on l'a vu à la dernière présidentielle. Donc il faut travailler pour cela. Travailler sur le contenu, travailler pour faire émerger des talents, qui peuvent être de toute génération, travailler pour être présent sur le numérique, sur le web, sur les réseaux, travailler pour être présent dans les universités, ne pas abandonner les universités au délire du wokisme, du racialisme, de toutes ces maladies mentales qui font que nous sommes en train, dans les universités, d'abandonner, et voyez les termes, l'universalisme républicain. Et que c'est nous, aujourd'hui, qui devenons les dépositaires de l'universalisme républicain, qui consiste à dire qu'on ne juge pas un individu parce qu'il est blanc ou noir, homme ou femme, qu'on juge un individu pour ce qu'il fait, et pas pour ce qu'il est. Et que ces wokistes qui se prétendent de l'éveil, c'est l'étymologie anglo-saxonne, eh bien, en fait, réinventent une forme de racisme, réinventent une forme de discrimination qui est en train de se répandre dans les universités et dans les grandes entreprises. L'article sur l'écriture inclusive aujourd'hui dans le Figaro était très révélateur, mais je peux vous citer une multitude d'exemples. Et elle écrit une tribune avec Déborah Munzer dans le Figaro sur les cahiers des charges de la commande publique aujourd'hui sur certains spectacles, avec des obligations de quotas. Une Antigone qui doit être forcément, je ne sais pas si vous avez vu cette Antigone, qui est donc une métaphore, c'est une jeune fille musulmane voilée dans un lycée et qui affronte un roi Créon et qui veut défendre l'honneur des funérailles de ses deux frères, dont un a été victime de violences policières et l'autre a été tué lors d'un attentat. Alors moi, chacun fait les œuvres de Dieu, je suis absolument pour la liberté, mais par contre, je ne veux pas que ce soit avec mes impôts, c'est aussi simple que ça. Surtout dans le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires. Face à cette crise alors, pourquoi crise de la démocratie? D'abord parce qu'il y a une crise du civisme. Et je crois qu'il faut vraiment être très lucide là-dessus. C'est ce qui devrait, là pour le coup, nous obséder, pour prendre un terme psychanalytique. Démos, cratie, le peuple, le pouvoir. Et on a une crise sur les deux termes qui composent démocratie. Le peuple, crise civique. Alors, comment elle se traduit cette crise civique? Elle se traduit par des taux d'abstention records. Elle se traduit par des violences sur les dépositaires de l'autorité publique, sur les élus. 32% d'agressions d'élus en plus de 2022 par rapport à 2021. Elle se traduit, peut-être pire, par l'indifférence à la chose publique. Elle se traduit par le nivellement, qui est toujours par le bas, comme chacun le sait, et un nivellement de valeur qui consiste, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage il y a 2 semaines, qui laisse apparaître que les 18-34 ans estiment qu'il y a une proportion équivalente
entre ceux qui estiment que la démocratie est le meilleur des systèmes, ou le pire des systèmes après tous les autres, comme Churchill, et ceux qui estiment que finalement c'est pas mieux que les régimes autoritaires. C'est-à-dire que 50% des 18-34 ans ne mettent pas la démocratie devant les régimes autoritaires d'un point de vue vertu. Et c'est là que, et alors, cette crise civique, elle se traduit aussi par le dénigrement sur les réseaux sociaux. Et vous remarquerez que plus le propos est violent, plus la pensée est faible. Qu'il y a même une proportion entre la vulgarité et la violence du propos et la vacuité de la pensée. Moi j'adore le débat, j'adore la confrontation, je suis même un peu insolent et provocateur, mais là je dis ce soir je fais gaffe parce qu'il y a rare qu'il y en a qui m'observent. Mais je suis frappé sur les réseaux, il y a des choses drôles, il y a du second degré, il y a aussi beaucoup de talent et de créativité, mais il y a beaucoup de méchanceté, où il y a les effets de meute, tout d'un coup vous faites lyncher, vous ne comprenez rien parce que sur un mot, une interprétation d'un mot. Et vous remarquerez que, au lieu très souvent d'être sur de la confrontation d'arguments, dont on a absolument besoin, hein, la raison critique, on est sur du dénigrement de celui qui porte l'argument. Vous ne pouvez pas parler, bah non, mais vous êtes maire de Cannes, donc vous êtes forcément, vous prenez des bains de champagne en montant les marches, etc. Ce qui en fait m'arrive très peu. Je rappelle que ma ville a un taux de pauvreté de 21%, que la moyenne française c'est 13,8 et qu'ici on doit être 13,8. Donc, cette crise civique, elle est une évidence. Elle est une évidence et elle doit nous mobiliser, parce que ça va mal se finir. Et en plus, elle alimente cette crise de la démocratie, donc le peuple sont de moins en moins dans le système de représentation, mais la crise de la démocratie, à mes yeux, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord là-dessus, est avant tout, plus qu'une crise de la représentation, c'est une crise de la cratie, c'est-à-dire de l'exercice du pouvoir. L'enjeu aujourd'hui, et c'est aussi d'ailleurs l'enjeu sur les fronts extérieurs, est de montrer que la démocratie n'est pas un régime faible, que la démocratie sait résister au retour des empires autoritaires, ottomans, Turquie, Chine, Russie, iranien, et j'en oublie. Et que la démocratie est un combat permanent. Parce que la démocratie, c'est la liberté. Et que le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat de notre liberté. Et que notre liberté ne se reconnaît que dans l'exercice de la responsabilité. D'où l'enjeu de la décentralisation, d'où l'enjeu de la lutte contre la bureaucratie, d'où l'enjeu de la performance publique. Alors, fort de ces principes, pour reprendre le terme de tout à l'heure, fort de ce constat, nous devons aussi être lucides sur un déclassement français face aux grands enjeux de l'époque. Déclassement économique. Nous étions en PIB par habitant, en richesse par habitant, entre le 5e et le 7e rang dans les années 70. Nous sommes aujourd'hui au 27e rang. Voilà, c'est objectif. C'est comme ça. Et il faut lutter contre ça. Un déclassement ou un délitement sécuritaire. Il y a des spécialistes ici, donc je ne vais pas trop m'aventurer, mais parfois il y a des biais de perception, mais enfin, les homicides baissaient grosso modo depuis la Renaissance, hein, on va dire, hein, depuis la fin du Moyen-Âge. On est aujourd'hui sur une hausse des homicides constante depuis 15 ans. Hein, oui, depuis 14 ans exactement. Et c'est une réalité. Les attaques au couteau, enfin moi j'ai commencé local, l'attaque au couteau, ça faisait l'actu. Maintenant c'est banal. Hein, je peux vous le dire, peut-être pas ici, mais moi, dans les communes où ça mixe beaucoup, enfin compliqué. Donc il y avait véritablement un délitement régalien. Je ne reviens pas sur les problématiques d'immigration, mais c'est la volonté. Enfin, on ne peut pas maîtriser une nation, une démocratie, sans maîtriser son peuplement. Il doit y avoir un droit à la maîtrise du peuplement. Là aussi, Patrick est un grand spécialiste, c'est d'abord une nécessité d'unité civilisationnelle, c'est une nécessité économique et de services publics, parce que l'immigration délite certains services publics, je peux le démontrer aussi, mais c'est même une nécessité pour les immigrés eux-mêmes, qui aujourd'hui ne trouvent plus les conditions d'une intégration puis d'une assimilation républicaine à la hauteur de ce que l'on doit donner. Donc il faut qu'il y ait le problème quantitatif d'immigration non maîtrisée, 500 000 entrées légales l'année dernière, 490 000 je crois, hein, on accumule tout. Pose un problème qualitatif, non pas de personnes, mais de qualité de créer des Français dépositaires d'une culture, d'une histoire française, d'une espérance, d'un destin français, d'un avenir français. Et d'ailleurs, je trouve que la position de LR est excellente. L'initiative qui a été prise, elle est raisonnable, elle est forte, elle est pertinente. On peut toujours discuter à la marge, mais il y a longtemps qu'il n'y avait pas eu une initiative aussi cohérente et forte qui, en plus,
politiquement oblige l'exécutif à se positionner par rapport à cette initiative, ce qui est plutôt intelligent. Parler d'un déclassement pour moi majeur, c'est le déclassement éducatif. C'est le premier problème du pays. La crise civique que j'évoque tout à l'heure, c'est une crise de la raison critique. Enfin, moi, je ne sais pas si je sors tous les 15 jours avec un papier dans l'opinion, et là, la liste est sur Parcoursup. Je dis ça, moi, je suis père de famille, hein, et donc j'ai 2 sur 4 là, qui ont vécu Parcoursup. L'aîné est trop vieille, le petit est trop jeune encore. Et c'est terrible, c'est-à-dire que le bac, ils s'en tapent, ils n'attendent pas les résultats du bac, ils attendent les résultats de Parcoursup. Et avec ça, plus le contrôle continu, fait que l'épreuve, donc le bac, ils savent qu'ils l'ont, de toute façon, et que l'épreuve de philo, qui est la dernière, qui est postérieure au résultat de Parcoursup, ne compte plus du tout. Et je vais peut-être vous le dire, et c'est pas un truc d'intello, moi je viens d'un milieu d'autodidactes et de petits commerçants, hein. Mais s'il y a une matière qu'il faut apprendre, ça vaut peut-être sourire, mais c'est la philosophie. C'est la raison critique. Dans le monde du XXIe siècle, du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'algorithmie, il va falloir remettre l'homme au centre de tout et montrer que l'homme doit être capable de rupture créative. C'est ce qui distingue l'homme des autres espèces animales, hein, qui se reproduisent, qui se protègent et qui s'adaptent. Et qui évoluent selon un cycle génétique, etc. L'homme, il fait des ruptures, il fait de la politique, il prie, il fait des œuvres d'art, etc. Et donc, que la raison critique, la philosophie, sont à la base. Et cette dégénérescence de l'esprit critique s'est retrouvée pendant le Covid. Moi, j'ai été frappé de voir la chute de l'esprit scientifique, qui vient de la philosophie, hein, qui vient d'Aristote, de la logique aristotélicienne. C'est-à-dire d'individus qui vont sur des plateaux télé, qui ne font pas la différence entre une coïncidence, une corrélation et une causalité. Donc le déclassement éducatif, le déclassement scientifique est aujourd'hui le déclassement le plus grave pour l'avenir de la société française. C'est grave dans l'absolu et c'est grave dans une époque qui va être une époque de l'intelligence créative, de l'intelligence du débat, de l'intelligence émotionnelle, bref, d'une intelligence humaine. Donc à Nouvelle Énergie, on travaille sur toutes ces problématiques, on produit des notes. J'ai la chance d'avoir des experts magnifiques qui me rejoignent et qui nous aident. Alors, face à ces déclassements, je ne suis pas exhaustif, hein, pardonnez-moi, mais il y a des défis qui sont des défis planétaires ou des défis nationaux. Alors, déclassement économique, tout à l'heure, on parlera des comptes publics. Hein. La déculottée de nos comptes publics est absolument infernale. Et les technos de Bercy, au lieu de regarder ce qui ne fonctionne pas dans l'appareil d'État, vont toujours aller piocher chez ceux qui sont excédentaires, c'est-à-dire les collectivités qui sont obligées de respecter la règle d'or. Aller piocher. D'ailleurs, vous remarquerez au passage que plus on supprime d'impôts locaux, plus on paye d'impôts. Ah ben, c'est pas un effet de rhétorique. Nous, source OCDE et Bercy, nous avons 46% de prélèvements obligatoires. C'est le record de l'OCDE. C'est le record de tous les temps. C'est-à-dire 46%, charge sociale en 1, impôt en 2. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Nous, on n'a plus la taxe d'habitation. Donc on coupe le lien, et c'est les seuls propriétaires qui se font matraquer. Hein, on n'a plus la taxe professionnelle, et on n'a plus la CVAE. Voilà, 3 impôts qui depuis 20 ans ont été supprimés, dont 2 depuis 5 ans. Mais globalement, on paye plus de fiscalité, puisque pour une raison très simple, c'est que par ces mesures de nationalisation d'impôts, puisqu'on n'a pas supprimé les dépenses en face, on n'a pas supprimé les 22 milliards de dépenses alimentées par la taxe d'habitation sur les résidences principales. Donc, c'est financé autrement, différemment, ou moins bien, mais on a déresponsabilisé. Or, ce qu'il faut, c'est de la responsabilité individuelle du maire. Moi, en tant que maire, je veux rendre des comptes sur la fiscalité que je lève, pour être incité, et être éventuellement récompensé si j'arrive à avoir de super services publics avec peu de prélèvements parce que je crée de la performance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes maire? Vous allez gueuler contre l'État pour qu'il vous donne de la dotation, puisque vous êtes venu dépendant de ça. C'est un système soviétique. C'est-à-dire qu'il faut, vous savez, vous savez, c'est soviétique, il faut vite dépenser tout le budget, autrement vous ne le renouvelez pas, quoi. Et avec des systèmes de compensation qui ont été faits finalement, qui ont favorisé ceux qui ont augmenté les impôts, puisqu'ils sont compensés, et ceux qui se sont embêtés avant à réduire les coûts, à améliorer les services, à réduire la fiscalité, bien eux, comme toujours en France, nivellement par le bas, on sanctionne les meilleurs et on aide les moins bons. C'est aussi un des mots de notre pays, MAUX. Donc face à tout cela, il est nécessaire, je crois, d'envisager de façon différente l'exercice
de la chose publique, puisque c'est une crise de la pratique. C'est une crise de l'impuissance publique, la crise de la démocratie. C'est toi qui me fais penser, mais comment on peut... Les mots sont importants. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Moi, c'est un truc... Je n'invente rien, parce que ça a été dit même à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux. Et j'en avais parlé en privé, puis il l'a dit en public, en réponse à Alexandra Martin, députée de Cannes, qui est secrétaire générale de Nouvelle-Zélande, formidable. Et... formidable. Des gens formidables. Et donc, il ne faut pas appeler ça obligation, parce que c'est pas obligatoire. Comment voulez-vous que les gens croient à la démocratie si les mots ne sont pas suivis d'effets? Alors, je ne sais pas, c'est une invitation courtoise à vouloir rentrer chez soi. Mais franchement, mais c'est très sérieux, parce que on fait même maintenant des rappels d'obligation. Moi, j'ai appris ça, le commissaire m'a dit, on fait un rappel d'obligation de quitter, on n'en peut plus, ça fait 4 fois qu'on le chope. Rappel d'obligation de quitter le territoire français. Mais c'est absurde. On était descendu à 6% d'exécution des OQTF. Et ce n'est pas un problème européen. L'Europe nous alourdit et nous pénalise beaucoup. Mais enfin, la moyenne européenne, elle a plus de 50%, je crois, d'exécution des OQTF. Hein, c'est déjà pas 100%, c'est déjà bizarre. Voilà. On est à moins de 10%. Donc, il faut revoir la façon d'exécuter les choses. La démocratie, ce n'est pas des textes. Il y a des textes, mais c'est avant tout de la pratique. C'est de la solution. C'est de se réunir le matin. Ça ne se passe pas comme ça dans le gouvernement aujourd'hui. Le matin, ils ne disent pas, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour régler un problème, comme on le fait dans nos mairies, dans nos départements. Et puis, non, c'est pas ça, ils arrivent, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire déjà pour éviter de se prendre des coups médiatiques sur la tronche? Et deuxièmement, comment on peut remplir l'agenda avec des annonces? Donc, vous avez la semaine du plan vélo. Vous avez la semaine de la lutte contre la précarité menstruelle des femmes. On a vu ça, quand même, hein, dans la vie politique française. Vous avez des trucs, l'État se mêle de tout. Et avec des injonctions contradictoires tout le temps. Pourquoi la réforme des retraites est aussi mal passée? Pour plein de raisons, parce que je crois que beaucoup de Français sont capables d'accepter une vision du sacrifice. Moi, j'en suis convaincu de ça. J'y crois encore. Mais à condition qu'il y ait un gain derrière, au moins pour la nation. Mais vous ne pouvez pas dire, on fait une réforme qui va quand même avoir des effets négatifs pour beaucoup d'individus. Moi, je pensais qu'il fallait la voter parce qu'autrement, on n'était pas cohérent. Ça, c'est encore autre chose, et il faut, dans la vie, il n'y a rien de pire que ça. Il ne faut pas dire, il y a un an qu'on voulait la retraite à 67 ans, puis pas voter à 64 ans. On peut tout expliquer, les nuances, les finasseries. Je pense que dans la vie, il faut être un peu cohérent. Ceci étant, il fallait proposer de la capitalisation obligatoire et collective, notamment pour les faibles salaires, à cotisation équivalente. Je peux vous démontrer que c'est la meilleure façon de préserver le futur pouvoir d'achat des retraités, puisqu'on est un déclin démographique catastrophique et dont il faudra parler aussi, avec l'Italie et l'Allemagne, et également de porter une espérance pour les comptes publics. Et on aurait pu dire, par la capitalisation, progressivement, après une période d'amorçage, on va assainir les comptes publics, on va capitaliser notre économie pour notamment financer, investir dans la transition énergétique, l'écologie, etc. Et puis troisièmement, on va faire en sorte que dire à chaque individu, vous allez être propriétaire d'une partie de votre retraite. Moi, je suis pour une société de propriétaires. Je pense qu'à droite, on doit dire ça. Parce que je pense que la droite, si ça existe encore, ces concepts, doit être le mouvement de gens qui veulent s'en sortir par eux-mêmes. Des gens qui veulent maîtriser leur destinée. C'est ça qu'on doit incarner, parce que la dignité, elle est là. Et moi, j'ai appris ça du milieu d'où je viens, qui est un milieu populaire. C'est de se débrouiller pour pas dire autre chose. Et donc, sur la retraite, pourquoi ça a été si mal perçu? Parce que individuellement, on ne voyait pas vraiment de gagnants, peut-être quelques catégories, etc., mais c'est très rare. Et collectivement, on nous disait, on fait ça pour les comptes publics. La semaine d'après la promulgation de la loi, le président de la République a annoncé 8,5 milliards de chèques supplémentaires. Chèques vélo, chèques je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce qu'il y avait. C'est-à-dire, une réforme de la retraite publique qui au départ devait faire 20 milliards d'économies, puis 13 milliards, puis 11 milliards, puis à la fin c'est 8 milliards. Donc, comment voulez-vous que des citoyens comprennent? Je pense que, contrairement à ce qu'on croit, les questions financières intéressent tout le monde. Et moi je le vois dans ma commune où j'ai baissé la dette de 65 millions d'euros, etc. Ça intéresse les gens et ça redonne de la crédibilité à la parole. Mais vous ne pouvez pas dire en même temps qu'on fait cette réforme pour assainir les comptes publics de 8,5 milliards et en même temps dire fièrement qu'on va dépenser 8,5 milliards de plus par an. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que c'est mal perçu. C'est pourquoi on fait ce sacrifice. On est prêt à se sacrifier pour une seule chose, c'est nos enfants.
Mais là, on se dit, mais on n'y croit plus, on n'y croit pas à l'assainissement des comptes publics. Quand un ministre de l'économie vous dit, nous allons accélérer le désendettement de la France. Et pendant 15 jours, et tous les journaux qui reprennent ça, je sais pas, moi ça m'a exaspéré. Quand j'ai vu un tweet, j'ai dit, écoutez, on va déjà commencer par essayer de désendetter, avant d'accélérer le désendettement. Puisqu'on vient de se prendre quand même 670 milliards de hausse de la dette, le Covid ne représente qu'un tiers. Rendez-vous compte que depuis 2017, pour 1,04 €, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, on a dépensé 2 € de dépenses publiques supplémentaires pour faire 1 € de croissance, c'est-à-dire de création de valeur ajoutée par les entreprises. Est-ce que vous vous rendez compte que ce système ne peut pas fonctionner? Et vous verrez que 2024, avec l'effondrement du logement, l'effondrement de l'immobilier, on aura une crise économique et une crise sociale. Parce que ce système étatiste ne fonctionne plus. Le social-étatisme ne fonctionne plus. Malgré le leur, il n'est entretenu que par une dépense publique inconsidérée. Donc face à cela, il y a des défis planétaires, défis écologiques, défis démographiques, défis numériques, le plus important de tous. Parce que c'est celui qui va permettre de régler le problème écologique. Défis sécuritaires, dans le démographique, il y a le sécuritaire qui est lié aussi. Défis démocratiques. Et que face à ces défis, nous devons absolument porter une espérance pour renforcer la France, raisonner en bloc européen comme levier de puissance et non pas comme étouffoir d'initiatives. L'Europe doit être un levier, un catalyseur. Il y a plein de façons, on parle d'ARPA française et européenne, d'utiliser l'Europe comme un levier et non pas comme un carcan. Et que cela passe forcément par une façon non seulement différente de pratiquer le pouvoir, mais par une façon différente d'organiser les pouvoirs. Et cela, dans la pratique, commence d'abord par la fin du en-même-tantisme. Le en-même-tantisme est une subtilité intéressante de l'esprit lorsqu'elle permet la complexité de l'analyse. Et parce que la vie est complexe, et donc dans l'analyse, il est important de savoir peser le pour, le contre, la thèse, l'antithèse, la synthèse, etc. Mais dans la décision, toute personne qui a dirigé un groupe humain sait qu'une décision, je vais être très provocateur, est forcément manichéenne. C'est vrai dans une famille, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans une association. Et on le voit très bien en tant que maire. Eh bien, parfois, on a le choix entre deux mauvaises décisions. Mais on prend comme une décision, parce que rien n'est pire que de ne pas prendre une décision. On a des légitimités qui s'affrontent. Est-ce que tu vas accorder une terrasse au bistrot du coin? C'est légitime, ça fait de l'emploi, l'animation, mais il y a les voisins au-dessus qui aimeraient pouvoir dormir et qui sont légitimes aussi. Ben, tu vas prendre une décision, et tu l'assumeras, et tu rendras des comptes dessus. Donc, le en-même-tantisme est au mieux une habileté politicienne, au pire, l'expression de l'impuissance publique qui alimente cette crise démocratique dont on parlait tout à l'heure. Et ce en-même-tantisme est un leurre. Ce en-même-tantisme est une façon, en fait, de faire du marketing, d'essayer de bouffer à tous les râteliers, de plaire partout. Et ce n'est plus possible. On ne peut pas gérer une collectivité, au sens large du terme, sans trancher, sans décider, sans assumer. Et c'est cela que nous devons apporter aussi, en retrouvant de la crédibilité. Et puis, pour rester sur des phrases un peu fortes, hein, enfin j'espère, je crois qu'on est dans une période, moi je n'ai pas connu ni 1848, ni 1958. Mais il y a un petit côté fin Louis-Philippe. Louis-Philippe, il avait résolu pas mal, hein. Mais à la fin, c'est inaudible, et puis ça s'est fini dans les barricades. Et donc on a une période de violence, comme la France en a connu régulièrement, hein, dont 1789, 1830, 1848, 1870, comme de Paris. Moi j'ai très peur de ça pour mes enfants. Je pense que notre pays rebondira. Je parlais d'espérance, je pourrais parler de foi aussi, de foi en la France. Mais la question c'est, est-ce qu'on va rebondir par une reprise en main qui fait que sur 10, 15, 20 ans, on va se restructurer et se renforcer, ou est-ce qu'il y aura une période de violence et on sent bien qu'on est à la croisée des chemins. Il y a des frustrations, il y a des passions tristes, etc. Et donc, soit c'est du 148 et c'est sanglant, soit c'est 1958. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Gaulle. Hein. En tout cas, pas avec le micro. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que en 1958, la 4e avait fait des choses formidables, la 4e République. Mais pourtant, ça n'allait plus. Ça ne tenait plus.
Comme aujourd'hui, il y a des choses très belles qui sont faites, il ne faut pas être manichéen, il y a eu des décisions prises, des ordonnances de travail, enfin, il ne faut pas être imbécile. Mais pourquoi? Parce qu'on est au bout d'un système, que Pierre a évoqué d'ailleurs. Et je crois qu'autant en 1958, il fallait en finir avec le régime des partis, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut en finir avec le régime des technocrates. Technocrate, c'est quoi? C'est une personne de qualité, bien formée, qui aime le pays, qui travaille, et honnête. On a une fonction publique formidable, mais là je parle de la très haute fonction publique. Mais ce sont des corps très restreints, qui aujourd'hui sont convaincus d'une façon aristocratique, autodécidée, que le pouvoir leur revient, parce que qu'est-ce qui me prend des révolutionnaires, et que leur technique administrative est une fin en soi. Or, la technique n'est qu'une modalité. Et c'est très subtil à comprendre, parce que c'est une façon de produire de l'action publique qui se traduit tout le temps par de la production de normes et de textes qui nous étouffent. Donc il faut en finir en fait avec le régime de la bureaucratie. Alors c'est péremptoire comme formule, et il faut lutter contre. Et il n'y a pas de fatalité. Toutes les grandes organisations privées ou publiques ont des dérives bureaucratiques, toutes. Mais dans une organisation privée, au bout d'un moment, vous avez la sanction de l'actionnaire ou du client ou du propriétaire, etc. Dans notre système, pour l'instant, c'est la dette publique qui amortit tout. C'est la dépense publique. Regardez, comme disait le président Pompidou, le grand président Pompidou, le nœud gordien qu'il faut trancher, c'est celui de la dysfonction publique, qui fait qu'on a plus de prélèvements obligatoires qu'ailleurs. Nous avons le record du monde absolu de la dépense publique, 57% du PIB. On est passé de loin devant les pays scandinaves, etc. quand même. Mais que parallèlement, nous n'avons jamais aussi peu eu de services publics d'État de proximité. C'est une réalité que je rencontre, que tu rencontres, Gérard, dans tous nos déplacements. C'est vrai dans la ruralité, c'est vrai dans les centres-bourgs, c'est vrai dans les quartiers de nos villes. Aller la nuit dans une ville aussi difficile que la mienne en termes de sécurité, parce qu'elle est mixte, et de compter le nombre de patrouilles de police la nuit, un week-end, à Cannes, voilà. En zone police. Donc, ce nœud gordien, c'est celui de la performance publique, sur lequel nous travaillons. Et donc, il faut bien comprendre que là, cette dysfonction publique, elle se traduit dès qu'il y a un problème, ou une émotion, il y a un discours, très souvent grandiloquent, de la République, et qui est proportionnel d'ailleurs à la puissance des actes, donc ça alimente encore plus la puissance de les mots. D'ailleurs, vous voyez bien que les mots ils n'ont plus de prise. Vous avez un attentat de nous serons intransigeants, jamais la République, machin, mais personne n'y croit. Ça glisse. C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est bien, c'est vrai, mais on ne demande pas des mots, on demande des réponses cliniques, méthodiques, un suivi, une exécution du travail, une évaluation, un ajustement, dire ça marche pas, ça fonctionne, comme on le ferait dans n'importe quelle organisation humaine. Et pas simplement chercher, t'as vu, j'ai fait une belle séquence là, j'ai mis ma photo, on aperçoit le Mont Saint-Michel, ou je sais pas quoi. Tu vois, non, pas voir je bloque, trouver autre chose à nous. Bon, mais sauf que c'est vrai. Voilà. et puis on passe à une autre séquence, et le lendemain, c'est la semaine des annonces sur le handicap, etc. Tout ça, fini, il faut arrêter. Il faut retrouver de la faire rendre des comptes, simplement. Avec de l'ambition et de la modestie, quoi. Fallait, voilà, rendre des comptes. Et cette technocratie, cette bureaucratie, qui part de bonnes intentions, qui part de la faiblesse des politiques aussi, hein, qui ont abandonné le pouvoir très souvent, elle se traduit très concrètement. Le CGCT, Code général des collectivités territoriales. Avant, je disais, c'est notre petit livre rouge à nous. En fait, c'est Pierre Mao, c'est notre gros livre rouge à nous, parce qu'en 20 ans, il a été multiplié par 3. C'est pas moi qui dis, c'est Dalloz. On a fait au Sénat. La dame de Dalloz a sorti le code il y a 20 ans et maintenant, c'était spectaculaire. Et en plus, les pages sont plus grandes. Il y en a 3 fois plus, mais c'est tout. Donc, et c'est du multiplier, t'as raison. Elles doivent être plus fines. Non, mais en nombre de mots Dalloz ou Légifrance multipliés par 3. Le code de l'environnement, entre 2012 et 2022, a été multiplié par 10, de 100 000 mots à 1 million de mots. Le code du travail, moi qui viens du commerce, cette entreprise, le code du travail, avec l'inspection du travail,
puis les URSAF, enfin, c'est autre chose. Et donc, là-dessus, le vrai renversement va être de créer une société de la confiance. C'est-à-dire de considérer qu'un système décentralisé, un système de liberté, de responsabilité locale est plus performant et donne plus de sens, de réconcilier performance et sens. D'accepter qu'il y ait des sorties de route qui doivent être sanctionnées. Par contre, qu'on ait un État qui contrôle a posteriori et qui ensuite sanctionne fortement. Mais que le principe de vie, c'est l'ordre spontané, comme disait Hayek. Et ça, c'est difficile, parce que c'est contre-intuitif chez nous. On a tendance à toujours vouloir schématiser. On pense que lorsque ça vient de l'État, c'est plus neutre, c'est plus équitable. Mais c'est pas vrai. Mais moi, alors on me dit, oui, mais c'est rond-point. Alors, ces maires qui font des ronds-points. Ça fait un peu plus, ça. D'abord, je suis très surpris de cette rond-pointophobie française. Et ensuite, moi, je vous assure qu'en tant que maire, notre obsession, c'est pas de faire des ronds-points. Mais après, si un giratoire, il y a moins d'accidents que sur un ancien croisement, bah, faisons un rond-point. Enfin, je veux dire, bon, après, il ne faut pas que ce soit trop kitsch, etc. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus, oui, bien sûr, il y a des mairies mal gérées, évidemment. Il y a des départements certainement mal gérés. Alors, il n'y a pas de mairie et pas de département mal gérés dans les îles. Mairie, peut-être quelques-unes, vous me direz. Bon. Non, il y a des régions, mais c'est comme des PME. Il y a aussi des PME mal gérées. Mais c'est pas parce qu'il y a des PME mal gérées qu'il faut mettre toutes les PME sous tutelle de l'État. Parce que là, ça marche jamais. C'est ce qu'on est en train de faire sur nos communes. On est en train de flinguer la démocratie, donc le sens, la performance locale. Regardez le zéro artificialisation nette. Alors là, on se tape tous parce qu'on n'en peut plus. Moi, j'ai été élu président de l'AMF, j'ai l'impression depuis de vivre avec le zéro artificialisation nette. C'est parti de... Alors, il y a plein de postulats. On artificialise trop. On artificialise un département, machin. Bon, les chiffres ne sont pas tout à fait ça, mais en tout cas, ça a bien marché, ça a bien imprimé les esprits. Et donc, dans la lutte contre le réchauffement climatique, là, etc., et pour la biodiversité, il faut moins artificialiser. Moi, je crois qu'on a beaucoup artificialisé pour des raisons qui tiennent à la mauvaise organisation de la fiscalité locale, au fait qu'il y avait une incitation à l'étalement urbain, enfin, c'est pour d'autres raisons. Plutôt que de raisonner en disant on va créer des nomenclatures, comme ça a été fait, ou sur la décarbonation, c'est le même exemple, et puis on va dire voilà les seuils, et puis ceux qui franchissent ça, ils sont sanctionnés, ceux qui respectent cela, ils sont incités, ils sont favorisés, enfin bref, pas fait ça. On a dit, voilà, on va donner un droit à l'artificialisation sur les 10 prochaines années de 125 000 hectares. Je dis pas 10, c'est ça. 125 000 hectares. Et ensuite, ce sera zéro, machin. Et ensuite, alors oui, bon, voilà, comme ça, et puis ensuite, à partir de machin, ça sera 0 hectare, on fera de la renaturation. Et alors on dit, alors comment on va dire, qui va pouvoir faire ça? On a dit, bon, alors on va les répartir par région. Donc, et vous êtes maire, vous avez votre plan local d'urbanisme. Et donc, la loi climat et résilience passe, CMP conclusive la plus longue de l'histoire, loi du 22 août 2021, de mémoire. Et puis, vous avez donc des DTM, eux-mêmes en conflit avec les préfets, eux-mêmes démentis par les DREAL. Supprimons les DREAL. Plein de projets vont sortir de terre. Ah, mais je suis très sérieux. Hein. Et décentralisons les pouvoirs des DREAL au département, ceux qui sont importants, et laissons à l'État un pouvoir de police environnementale très fort, et qui pollueur-payeur, et il sanctionne dur. Et ça, c'est le rôle d'une police d'État qui sanctionne. Et tout le reste, la DREAL, c'est ni loin ni proche. Alors vous, c'est un peu différent ici, région d'Île-de-France, parce que une région qui est plus ramène, etc. Mais voyez, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, vous demandez à quelqu'un de la Corrèze, de la Charente ou du Pays Basque, il a la même préfecture de région. Et le DREAL, personne ne les connaît. Moi, je peux dire que le DREAL, nous, c'est le triangle des Bermudes. Hein, chez nous. Et ils contredisent toujours, ils ont le droit de vie ou de mort sur n'importe quel de vos projets. Tous ces services de l'État, indépendamment, peuvent planter votre projet, mais aucun d'eux ne peut seul autoriser votre projet. Donc, la décentralisation doit s'accompagner d'une déconcentration qui doit passer par la fin de la régionalisation des services de l'État et la fin de l'agencialisation des services de l'État. Et donner des pouvoirs aux préfets, et le reste, on décentralise, on transfère un pouvoir réglementaire aux collectivités. Avec la même loi pour tous, mais une vraie adaptation locale en vertu du principe de libre administration,
qui doit être un principe fondamental que nous défendons ardemment avec Gérard Larcher. Et sur le ZAN, donc ça se retrouve, on dit dire, bon, alors, l'État dit, bon, on va dire aux régions, qui n'avaient rien demandé, de prévoir la quantification du zéro artificialisation nette à l'échelle régionale. C'est grand, une région. Et donc de les inscrire dans le SRADET. Alors vous, c'est un autre nom. Les SDRIF, c'est pire, c'est encore plus... c'est plus grave, c'est encore plus grave. C'est comme le... Oui, c'est comme le pas en Corse, là. Voilà. Et il est encore plus prescriptif. Et donc, vous avez... Alors ensuite, on vous dit, mais vous allez vous mettre au point. Alors je dis, mais comment on sait dans ma commune, si je peux faire une école ou pas? Parce qu'en attendant... Dans la même semaine, vous recevez une lettre du préfet, je n'invente rien, qui vous dit qu'en vertu de la loi SRU, belle invention soviétique aussi, vous devez réaliser 350 logements sociaux, mais que vous n'avez pas le droit de construire 1 mètre carré en anticipation du zéro artificialisation nette. Et avec en plus, vous ajoutez à ça des associations qui vont vous faire la morale, il ne fait pas les logements sociaux, il artificialise trop. Donc des injonctions contradictoires. Elle est là la crise de la démocratie. C'est ça qu'on doit changer par l'action politique. Et c'est ça qu'il va falloir bouleverser tout cela. Donc il faut poser les bons diagnostics. Et donc à la fin, c'est dans le SRADET. Alors avant d'aller dans le SRADET, on dit, bon, comme c'est... On demande aux communes, alors ça dépend des régions, on va essayer de les harmoniser au niveau des SCOT. Schéma de cohérence et d'organisation territoriale. Donc votre plan local d'urbanisme, qui est le dernier pouvoir que vous possédez à peu près, qui a déjà été amputé, puisqu'on peut vous imposer une éolienne maintenant, on peut vous imposer n'importe quoi quand vous êtes maire. Mais vous ne pouvez toujours pas mettre un panneau solaire parce que l'ABF s'y opposera. Et donc, on va vous... C'est pire qu'en entreprise, hein, parce que j'ai vécu les deux. Moi. Donc, on va vous dire, mais c'est très important de le comprendre, donc, vous ne savez toujours pas si vous pouvez artificialiser ou pas, c'est-à-dire faire votre école, votre logement social, je ne sais quoi, ou implanter votre usine, puisqu'on veut réindustrialiser, ce serait bien de pouvoir mettre des usines. Et donc là-dessus, on va vous dire, alors il faut que la localisation, la territorialisation, qui est le mot de l'époque, de l'artificialisation soit prévue dans le SRADET, dans le respect des interscots qui sont la réunion des SCOT, et qui sont opposables au PLU, qui eux-mêmes doivent être compatibles avec le PDM, le plan des mobilités. Donc on est au bout du bout. La seule façon d'y remédier, c'est de redonner un pouvoir de décision. En tant qu'élu local, et tout ce que je dis est vrai, hein, et c'est en dessous de la réalité, parce que j'en oublie. J'oublie le PAD des plans d'aménagement et développement durable, le schéma régional du logement. Voilà. Regardez la crise du logement, regardez l'étatisation du logement. On a organisé la pénurie du marché, hein, et on a dit à 68% des Français qu'ils étaient éligibles au logement social. Mais c'est dingue. Donc les classes moyennes ne peuvent plus se loger, n'ont plus accès au marché, et on renvoie tout le monde vers le logement social, et à la fin, les plus pauvres n'ont pas de logement, puisque les bailleurs sociaux eux-mêmes vont prendre des locataires plus solvables, donc on invente des sous-catégories de logements sociaux, et on passe notre temps à faire du reporting, à faire des schémas directeurs, à faire des trucs. Mais cette réalité-là, elle est tragique, mais elle peut être renversée. C'est-à-dire que la crise de la démocratie est une crise du conformisme. Le conformisme qui alimente toujours le révolutionnarisme, c'est pas de moi, c'est de Raymond. Hein. Et ce conformisme, il faut le briser. Et nous, en tant qu'élus locaux, mais en tant que Français, en tant que citoyens, ce que l'on veut, c'est qu'on ne veut pas un pouvoir de dérogation. Nous voulons un pouvoir de décision, parce que nous voulons rendre des comptes. C'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans notre vie. Donc, il faut attaquer la bureaucratie par le haut et par le bas. Par le haut, c'est-à-dire qu'il faudra mettre, je sais pas, c'est un étage de l'Élysée, un étage de Matignon, je sais pas d'où, avec un travail, vraiment, pour élaguer violemment, fortement les textes. On fait venir une personnalité extérieure, type Guillaume Poitrinal, etc., qui a écrit là-dessus, et enfin, on simplifie. Et puis, il faut, par le bas, redonner un pouvoir de décision locale, que les habitants sanctionnent leur maire, positivement ou négativement, sur des résultats, et qu'on retrouve une capacité d'action. Ça s'appelle la subsidiarité, ça s'appelle la libre administration des communes, ça s'appelle la liberté, ça s'appelle l'efficacité, ça s'appelle la responsabilité, ça s'appelle l'avenir de la France si on veut que la France soit un pays prospère. C'est une absolue et une ardente nécessité. Et c'est ce qui nous permettra de recentrer l'État sur ses missions, parce que moi je suis attaché à l'État, ces missions essentielles qui sont le régalien
et la justice au sens large du terme. C'est-à-dire la justice au sens premier qui fait partie du régalien. Donc le régalien, c'est la sécurité extérieure, nos armées, c'est la sécurité intérieure, gendarmerie, police, c'est la politique pénale. Et vous remarquez depuis des années, on adapte la doctrine à la pénurie. C'est vrai sur les condamnations pénales, mais c'est vrai en matière de santé aussi d'ailleurs. Souvenez-vous du Covid. On nous expliquait que les masques, on ne savait pas les porter, qu'il n'en fallait pas. Puis quand on en a eu, puis finalement, on savait les porter, etc. C'est-à-dire qu'on a adapté la doctrine à la pénurie, dans le pays qui dépense le plus par habitant, hein, par rapport à la richesse, pardon, en dépenses publiques. Et donc, là-dessus, notre rôle, si vous voulez, notre mission, notre engagement, notre combat, c'est de retrouver la performance publique pour que l'État fonctionne. Et que l'État doit être centré sur ses missions, justice, sécurité, police. Plus l'État a prélevé, plus il a dépensé, moins il a consacré de moyens aux régaliens. C'est une réalité historique, hein, par rapport au PIB, même pas par rapport au budget, par rapport à la richesse produite. Donc retrouver de l'exécution, de la puissance publique par l'État, notamment sur la police, mais aussi sur l'égalité. Et je crois que, et notamment l'égalité des chances, parce que le mal du pays, c'est l'égalitarisme. Et je crois que le rôle de l'État est d'assurer l'égalité territoriale et l'égalité individuelle. L'égalité des chances territoriales, l'égalité des chances individuelles. Je suis pour ma part favorable à une politique d'aménagement du territoire du ressort de l'État. De tout ce qui permet, parce que l'aménagement du territoire pour le local, les collectivités, c'est l'équivalent de l'école pour les individus. C'est ce qui donne sa chance. Donc le très haut débit, les réseaux routiers et autoroutiers, le transport ferroviaire, les grands ports, bref, tout ce qui crée des flux. Parce que du flux naît la richesse, naît la prospérité, et nous devons bâtir une espérance de prospérité pour la France. La deuxième égalité, c'est l'égalité des individus, l'égalité des chances. Et aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, nous devons absolument porter une ambition éducative. La France doit avoir l'ambition d'être une superpuissance éducative et culturelle. Notre déclassement éducatif n'est dû qu'à nous-mêmes. Qu'à nous-mêmes. Il y a des sujets, c'est dû à l'Europe, c'est dû aux évolutions planétaires, etc. Ce n'est dû qu'à nous-mêmes. Quand vous voyez comment l'Allemagne a redressé son système éducatif, qui était beaucoup moins bon que le nôtre, comment la Finlande est devenue un modèle en système éducatif, comment la Suisse est devenue un modèle industriel. Il y a 50 ans, ils étaient derrière nous. Aujourd'hui, ça fait rigoler. Hein, ils ont une industrie qui est plus du tout de la nôtre par rapport au PIB. La Suisse est devenue une puissance industrielle. L'Italie a eu son système éducatif ressaisi et d'ailleurs c'est aussi une puissance industrielle. La Corée du Sud, qui truste toutes les premières places. Je vous assure qu'en France, on n'est pas plus idiots que les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Coréens du Sud, les Suisses et les Finlandais. C'est qu'on a un système éducatif qui est mangé, qui est rogné par plusieurs maux, là aussi, par plusieurs défauts. D'abord, le problème du contenu de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans un système de fondamentaux, et on a régressé sur les fondamentaux, l'orthographe, les mathématiques, on est dernier au classement PISA, avant d'être sur les mathématiques, avant-dernier sur la science, en Europe. Alors c'est inouï, c'est insupportable. Pareil en orthographe, en compréhension cognitive des textes, etc. Et donc, on a abandonné les fondamentaux, mais on n'est pas passé non plus à ce que les anglo-saxons appellent les soft skills, c'est-à-dire les compétences douces, qui marchent très bien d'ailleurs dans beaucoup d'établissements hors contrat. Et donc là-dessus, on doit porter une ambition sur des programmes recentrés sur les fondamentaux le matin. Français, philosophie, les mathématiques, la science, l'anglais. Hein. Ça, ce sont des fondamentaux. Et l'après-midi, les compétences douces, l'éducation artistique et culturelle, le sport, l'épanouissement. Hein, et ça fonctionne très bien. Et c'est véritablement ce qui se fonctionne partout. On n'est pas du tout dans ce système, on a le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, sur le système. Et puis parallèlement, alors là, je risque de heurter, mais je crois qu'il va falloir redonner du pouvoir aux enseignants, aux parents et aux chefs d'établissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte scolaire est devenue une trappe identitaire et sociale. C'est devenu une assignation à résidence identitaire et sociale. Et voilà, je vois dans ma commune, j'ai 2 quartiers en politique de la ville, j'ai une ville très contrastée. Je connais personne des classes moyennes, des classes supérieures, qui met ses gamins dans un collège public aujourd'hui. Voilà, je le dis clairement.
Et on assigne à résidence, et donc c'est dans les mêmes établissements que vous avez la concentration d'immigrés et de pauvres. Et après, on parle d'égalité des chances. Donc il va falloir renverser ça. Il va falloir informer les parents, que les parents puissent choisir des établissements, que le financement public suive le choix des parents. Hein, c'est Milton Friedman qui l'a théorisé, et ça fonctionne. En tout cas, il faut travailler sur ces questions-là, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas être porteur d'avenir et d'espérance si on n'est pas porteur d'une ambition éducative. C'est la priorité des priorités absolues pour la France. Et la nouvelle énergie, c'est cette ambition-là, moi, que je veux que l'on propose, c'est de faire la France une grande puissance éducative. Parce que l'action politique, que l'on porte, elle a trois objectifs. Un, vous l'avez compris, réorganiser l'État pour qu'il soit efficace et réorganiser la puissance publique. Lutter contre la bureaucratie, retrouver la performance publique. Deux, et c'est fondamental, retrouver la prospérité par la liberté de choix, l'initiative. Et c'est comme cela qu'on réglera le problème écologique. Nous devons porter une écologie de progrès. Le problème de l'écologie, qui doit se traduire par trois actions prioritaires. Un, lutter contre la part anthropique, la part humaine du réchauffement climatique. Deux, agir pour la préservation des écosystèmes. Trois, lutter contre les particules fines. Ne peut passer que par un investissement massif. Les solutions se développent de façon exponentielle. La captation du carbone, par la posidonie, par du plancton océanique, le progrès sur les carburants de synthèse. C'est-à-dire que l'écologie ne doit pas être abordée d'un point de vue moralisateur, d'un point de vue pragmatique, ambitieux. Par le droit, on met des normes qui doivent être respectées, ça c'est incontournable, hein, peu de normes, mais très fortes. On sanctionne très fort les pollueurs, et ensuite par l'investissement. C'est pour ça qu'il faut des fonds de pension français, qu'il faut un fonds d'investissement par la retraite par capitalisation sur la transition énergétique, sur la décarbonation de l'activité. Donc une prospérité par la liberté et par une prospérité écologique et verte. Et c'est pas en faisant de la trottinette électrique, en laissant pousser les brins d'herbe au milieu des rats sur les trottoirs et en se frottant à poil dans des jardins comme à Lyon, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, qu'on va régler les problèmes de l'environnement et qu'on va relever le défi planétaire. La culpabilité du développement est insupportable. C'est les mêmes qui étaient contre le nucléaire qui nous ont obligés à revenir à des centrales à charbon et qui font un mal fou à la planète. C'est ces mêmes-là qui continuent de nous faire la leçon et qui vont dégonfler des pneus de SUV alors qu'ils sont toute la journée derrière leurs écrans, qui sont hyper consommateurs énergétiques et qui sont hyper polluants. Il y en a assez. On doit maintenant se décomplexer sur l'écologie. L'espérance écologique, c'est nous qui la portons. Et l'espérance écologique, c'est une espérance de croissance économique. Et le troisième plan, et c'est la finalité pour moi, je parlais de dignité individuelle, mais pour un peuple, pour une nation. C'est quoi la finalité? C'est la concorde. Nous devons retrouver une concorde nationale. Nous devons retrouver l'unité de la nation. Or, l'archipélisation est une réalité. Le repli identitariste, de tous côtés, le rabougrissement, l'exclusion de l'autre, quel qu'il soit, est une réalité. Et donc, pour retrouver cette concorde nationale, cette unité nationale, il faut évidemment de la prospérité. Parce que par la prospérité, nous luttons contre le déterminisme social. C'est par la prospérité qu'il peut y avoir des parcours de vie, d'émancipation. L'unité nationale, la concorde nationale, c'est évidemment par un État fort. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'injustice. On le sait depuis l'homme révolté, depuis Camus. On accepte tout dans la vie, sauf de voir nos enfants ne pas avoir d'espoir de progrès. Donc, stop à l'assignation à résidence par la carte scolaire et par le nivellement par le bas et de l'amplification, parce qu'on sait où mettre nos gosses, nous. Hein, et par la justice. Une décision de justice doit être appliquée. C'est aussi simple que ça. C'est une base de l'unité nationale. Parce qu'une décision de justice non appliquée, c'est une injustice. Pour ceux qui, eux, ont la décision de justice appliquée, ou pour les victimes qui voient les auteurs de faits qui ne sont pas sanctionnés. Je regardais l'actualité des 2 dernières semaines. Je vais juste vous citer ces exemples et rassurez-vous, on arrive à la fin, Pierre, rassure-toi. Parce que j'ai peur que tu n'aies plus de batterie. En plus, je suis un salaud parce que je suis toujours derrière mon écran. Parce qu'il y a une règle de base en politique, c'est que quand vous écoutez, vous trouvez ça long. Et quand vous parlez, vous êtes vachement bien. J'ai trouvé ça super court. Et donc, mon propos est trop long, comme d'hab. Mais je reviens parce que je les ai notés. On a eu ces abominations.
Vous remarquerez, hein, tu as eu la gentillesse de citer mes prises de parti sur Twitter, j'essaie de ne pas être dans l'émotionnel et de ne pas faire du racolage sur des faits, mais ceux-là, ils ont déjà quelques jours, et puis ils ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Je parle de cette jeune fille, Shaina, qui a été violée en 2017. Agression filmée, diffusée sur les réseaux sociaux, puis elle a été tuée ensuite en octobre 2019. Poignardée à plusieurs reprises, puis brûlée vive, pour avoir voulu garder l'enfant qu'elle portait. Le type qui a fait ça, donc il la, je répète, elle était enceinte de lui, il l'a poignardée, il l'a brûlée. Il avait 17 ans et 3 mois. L'excuse de minorité n'a pas été levée. Donc la peine est automatiquement atténuée. C'est-à-dire que ce garçon, il aura moins de 30 ans, il sera dans nos rues. C'est pas un fait divers, ça. C'est révélateur d'un grave dysfonctionnement. Je le dis parce que comment peut-on considérer qu'un individu de 17 ans et 3 mois qui tue, qui brûle, qui filme ses méfaits, et je me permets de le dire, qui met enceinte quelqu'un, n'est pas responsable pénalement de ses actes, à 100%. C'est une honte. Dans la même semaine, on entendait le rapport sur l'assassinat d'un terroriste corse, parce que c'est un terroriste, Ivan Colonna, par un autre terroriste islamiste. Et que révèle ce rapport? C'est l'abandon total des prisons françaises à des mafias. Ce qu'on savait, hein. Mais une confirmation totale. Ce n'est plus l'État qui fait régner l'ordre dans les prisons, ce sont des mafias, ce sont des groupes, ce sont des réseaux. Deuxième truc. Troisième info de la semaine, il y en a eu d'autres. Le rapport sur l'assassinat de ce terroriste de Samuel Paty. Et alors on voit qu'effectivement il y avait un numéro vert, effectivement il y avait un email, et il y avait des signalements, il y avait des appels, et puis il ne se passe rien. Donc l'injustice, l'impuissance publique, et ma boucle est bouclée, cette crise de la démocratie se fait au détriment de la concorde nationale. Retrouver la concorde nationale, ambition éducative, nécessité de justice et d'opérationnalité de l'État. Et puis troisièmement, qu'on retrouve une fierté civilisationnelle pour tous. Quand je vois ce patrimoine, quand je vois cette civilisation qui vient de la logique aristotélicienne, du droit romain, de la pensée judéo-chrétienne, de l'esprit des Lumières, qui fait que des personnes sont venues d'ailleurs pour des bonnes raisons, pour être dépositaires d'un esprit de liberté, d'une république française qui elle-même est l'héritière par beaucoup d'aspects d'ailleurs de la monarchie et de l'Ancien Régime, et qui permet à des individus d'être considérés strictement égaux en droit et en devoir, d'être les mêmes dépositaires et transmetteurs d'une histoire et d'un patrimoine, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances, quel que soit leur parcours de vie, quelle que soit leur religion, leur sexe. C'est magnifique. Cette promesse française, elle est d'une modernité étourdissante. Et nous devons la défendre et la partager. Nous devons porter une ambition culturelle. Rappeler qu'une œuvre d'art, une œuvre de l'esprit, comme disait Malraux, une autre œuvre de l'esprit, c'est une œuvre qui résiste à son auteur. C'est donc un élément de transmission. Et que le non-respect des œuvres d'art, la réécriture des pièces de théâtre, le déboulonnage des statues est une offense à l'humanité, est une offense à la création, est une offense à l'humanité parce que l'humanité est création. Eh bien, voilà quelques items, quelques idées, quelques convictions qu'à Nouvelle Énergie nous partageons et qui, je le crois, peuvent rencontrer une offre, une demande politique puissante. Je suis absolument convaincu que ces idées de liberté économique, d'ordre public, d'unité de la nation et de responsabilité individuelle comme moteur majeur de progrès, de performance et d'unité, aujourd'hui, peut rencontrer l'assentiment d'une majorité de Français si on arrive à transmettre ce message. Et pour ça, j'ai besoin qu'on se développe, j'ai besoin qu'on avance, j'ai besoin qu'on progresse. J'ouvrirai, avant la fin de l'été, un siège à Paris, ça y est, je l'ai trouvé. Il sera dans une rue, en plus, dans le 15e. Il y aura un premier salarié, puisqu'on a beaucoup d'adhésions maintenant, à partir du 1er septembre, qui sera une salariée. Et je le dis ici, et je le dis devant beaucoup de mes collègues, moi je vais essayer de faire valoir ces convictions, ces idées pour qu'elles pèsent. C'est-à-dire que la vie, c'est une question de circonstances et de constance. Les circonstances, je ne les maîtrise pas. En revanche, la constance de mes convictions, la constance de mon engagement,
Et la constance de ma nouvelle énergie, celle-là, je les maîtrise et je vous garantis qu'on les développera à l'avenir. Voilà, merci beaucoup.